Bonjour, Christian Kalb. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Alors déjà, première question, est-ce que tu pourrais te présenter? Avec plaisir, Carole. Bonjour. Donc, je suis Christian Kalb. Je suis consultant dans deux domaines de prédilection, le sport et les jeux d'argent. Et dans le domaine du sport, j'interviens plutôt sur les travers du sport, que ce soit le dopage, les questions de manipulation de compétitions sportives, le blanchiment d'argent et ce genre de choses. Donc, j'ai développé une expertise sur ces deux sujets-là. Et justement, pourquoi est-ce que, on l'a vu au cours des dernières années, notamment au regard des différentes affaires qui ont pu sortir, pourquoi est-ce que la question de la manipulation des rencontres sportives a pris une place grandissante au sein du monde du sport? Comment est-ce que tu l'expliques? C'est assez juste. En fait, on n'en parlait quasiment pas jusque dans les années 2000. Il y a toujours eu des cas, hein, des arrangements de fin de saison, des affaires de corruption, mais le nombre a été multiplié exponentiellement à partir de 2000-2005, tout simplement parce qu'il y a un nouveau phénomène qui est apparu, qui est lié aux paris sportifs. Avec les paris sportifs et notamment l'explosion des paris à cote, la possibilité de parier sur une seule rencontre. Avant, on pariait sur 15 matchs différents, hein. Par exemple, en France, c'est un peu difficile à truquer. Aujourd'hui, on peut parier sur n'importe quel point d'un match de tennis ou puis sur qui va marquer le prochain but, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Donc en fait, ça a donné des vocations à des personnes qui en ont vraiment utilisé ce support, les paris sportifs, pour faire de l'argent, et puis qui se sont rendus compte que c'était extrêmement aisé, hein. Il y a suffisamment de problèmes financiers dans le sport pour trouver des recettes assez aisément là-dedans, avec des sommes extrêmement importantes à la clé. Donc il y a eu une explosion dans les années 2005-2010, et effectivement le sujet est devenu majeur, parce que dès lors que des petits criminels, puis des grandes organisations criminelles se sont intéressés au sport, bah, c'est devenu un sujet d'ordre public. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'au final, le monde du sport présentait un certain nombre de failles qui ont pu être utilisées, retournées contre elles par à la fois des petits réseaux comme des réseaux internationaux. Exactement, les failles du sport, on les connaît bien, hein. Le premier, c'est la volonté de toujours vouloir régler ses affaires en famille, c'est laver son linge sale en famille, avec une certaine autonomie qui leur avait été accordée par les États, avant tout pour des raisons politiques et religieuses, mais pas pour cacher des affaires d'intégrité. Donc ça, c'est le premier petit défaut du sport qui conduit souvent à une omerta, au fait que bah, les sportifs et leurs dirigeants ne parlent pas forcément de ce qui se passe. Ensuite, l'internalisation croissante du sport, le fait que le sport est de plus en plus riche, en tout cas certains sports, les sports majeurs sont de plus en plus riches, et puis le fait que des organisations criminelles se servent aussi du sport pour blanchir de l'argent et commencent à en comprendre les travers. Voilà, donc tout ça fait que effectivement il y a un terreau favorable. Alors, par rapport à cet élément-là, on a vu, du coup, et c'est ce que tu disais, à partir des années 2000, même un peu plus tard, 2005-2010, une réponse politique, sportive. Différentes initiatives ont vu le jour, euh, par des fédérations sportives nationales et internationales, par des organisations politiques. On peut penser par exemple au Conseil de l'Europe, ou même avec différents acteurs qui ont joint leurs forces. Au début de l'année, la FIFA et l'ONUDC ont annoncé un partenariat commun. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et qu'est-ce qu'on peut penser de ces initiatives? Effectivement, il y a eu de nombreuses initiatives, hein, de l'ensemble des acteurs, des trois acteurs majeurs. Donc, le plus important, je pense, le mieux coordonné aujourd'hui, c'est effectivement la réponse des États. Et la réponse aujourd'hui la plus efficace semble être cette convention internationale contre la manipulation des compétitions sportives, qu'on appelle aussi la convention de Macolin, qui permet vraiment de traiter le sujet et notamment de donner vie à ces fameuses plateformes nationales, hein. Ce sont des éléments très importants parce que ça permet de coopérer au sein d'un même pays et entre pays par rapport à cette menace. Donc les États ont réagi, le monde sportif a réagi,
que ce soit le CIO, l'UEFA, la FIFA, les grandes organisations sportives, ont mis en place une organisation adaptée, parfois même des forces de police, hein, des forces de police internes. Elles se sont dotées des moyens humains et financiers qui allaient bien. Et enfin, les opérateurs de paris, certains opérateurs de paris, on va dire les plus responsables, il y en a qui font semblant de lutter, mais que ça, finalement, que ça ne dérange pas. Leur objectif est de faire de l'argent. Donc, en tout cas, ces trois familles se sont retrouvées à un moment donné pour travailler ensemble. Et la Convention de Macolin, c'est vrai, c'est l'outil le plus abouti aujourd'hui. Et justement, Convention de Macolin, dont la France est membre, comment est-ce que se situe justement la France dans cette lutte contre les manipulations des rencontres sportives? Alors la France a toujours été précurseur en matière d'intégrité du sport, hein. Elle a été vraiment le leader en matière d'antidopage à la fin des années 90. Elle a aussi été leader en matière de manipulation des compétitions sportives, notamment grâce aux représentants de l'ANJ qui ont joué un rôle très important et qui jouent toujours un rôle très important en fait dans la coordination actuelle. Malheureusement, on peut regretter que si la France a signé la convention, elle ne l'a pas encore ratifiée. Alors, tout le monde sait que c'est bien sûr certains pays comme Malte qui bloquent la convention parce ils refusent la définition du jeu illégal, des paris illégaux et que ça n'arrange pas leurs affaires internes. Mais je crois qu'aujourd'hui, les pays responsables, et la France est un pays responsable, devraient dépasser cet écueil pour ratifier la convention, d'autant plus que Malte vient d'être placé sur la liste grise des pays de l'OCDE en matière notamment de transparence et de corruption. Donc effectivement, on va attendre les prochains mois avec impatience. Dernier élément, et là dans ce que tu nous dis, cela le confirme aussi, on voit à quel point la manipulation des rencontres sportives est un monde complexe avec différents intervenants. On a aussi parlé beaucoup de la question des paris sportifs. Nous, dans le cadre du projet EPOSM, qui est dirigé par l'Université de Gand et qui est financé par le programme Erasmus+, Sport, on s'intéresse plus particulièrement à la question de l'enjeu sportif, le fait qu'il y ait un trucage lié à un enjeu sportif, non pas lié à un pari sportif. C'est une question qui nous est apparue intéressante à traiter, aussi parce qu'elle n'était pour l'instant pas trop traitée. Du coup, je voulais avoir ton opinion sur deux éléments. Un, comment est-ce que ce risque-là, cette menace-là est perçue par les parties prenantes dont tu parlais par ailleurs, même si du coup on exclut la question des opérateurs de paris sportifs. Et qu'est-ce que peut faire le monde du sport face à cela en termes de prévention? Quand on parle de risque, en général, on utilise des méthodologies de matrice de risque avec deux éléments forts, c'est l'impact et la probabilité. Donc, quand on parle d'organisation criminelle, quand on parle de corruption lourde, on est dans des phénomènes assez graves, donc l'impact est majeur, hein. Il est majeur en termes d'image, il peut être majeur en termes économiques. On a vu qu'il y avait des championnats qui avaient vraiment été mis à mal par des corruptions endémiques, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc là, on est dans quelque chose, on est dans le rouge. Quand on a des arrangements de fin de saison, quand on a des petits, de la sous-performance, hein, comme ça a pu arriver aux Jeux Olympiques, on n'a pas un impact majeur au niveau du public, on n'a pas un impact, on n'a aucun impact économique. Donc la question qui se pose, elle est toujours la même pour les organisations sportives. Doivent-elles agir ou non? On ne se retrouve absolument pas dans le droit pénal ou dans le droit civil, puisqu'on n'est pas dans de la corruption ou de l'escroquerie ou toute autre forme de délit ou de crime. Donc, on est dans l'éthique sportive qui relève essentiellement du droit disciplinaire, avec évidemment la difficulté de la preuve. Quand vous avez deux équipes qui discutent avant le match, mais qu'il n'y a pas d'argent échangé, qu'il n'y a pas il n'y a pas d'écoute téléphonique, et puis on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit et pourquoi finalement le match termine à 1-1. Faut-il légiférer ou pas? J'ai l'impression que le sport a d'autres sujets à régler aujourd'hui. Le plus important, si on regarde l'intégrité du sport, c'est évidemment de lutter contre les mafias et de lutter contre le blanchiment à grande ampleur. En revanche, l'éthique sportive, ça c'est forcément un sujet secondaire. Alors, il y a certaines organisations sportives qui sont quand même très à cheval sur ça, hein, et qui vraiment luttent, qui essayent en tout cas de lutter, qui font de la prévention, parce que la prévention, c'est quand même important. C'est quand même ça qui fait que finalement, une organisation sportive va être dans la durée plus ou moins sérieuse et plus ou moins détectée
et sanctionner éventuellement des affaires. Mais on est dans le droit disciplinaire. Donc, c'est vraiment à chaque fédération de mettre son niveau de sensibilité en fonction de ses propres constats et de son passé et de son historique. C'est aussi toute l'importance de l'éthique dans la question de l'éthique dans la conception du sport et au sein du sport. Merci beaucoup, Christian Merci. Kalb, d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir.